merci beaucoup de me passer la parole. Je suis très honorée également de prendre la parole dans ce cadre du séminaire organisé par le LASPAD de l'Université Gaston Berger au Sénégal. Je saisis cette occasion pour vous remercier pour la franche collaboration qui a précédé la tenue de ce séminaire. Comme vous le releviez à l'entame de votre propos, dans quelques jours, la semaine prochaine, les États membres de l'Organisation des Nations Unies vont défiler à la tribune de l'Assemblée générale pour euh, procéder à leur déclaration, euh, pour partager leurs visions et leurs aspirations en matière de paix, de sécurité internationale, de droits de l'homme, de questions climatiques et bien d'autres. Voilà, donc ce cadre, alors que l'Assemblée générale, c'est un cadre qui est démocratique, structuré par le critère d'un État, une voix, le Conseil de sécurité, lui, l'organe politique onusien, se présente plutôt comme un espace qui est restreint et stratégique. Donc, il a la responsabilité principale de préserver la paix et la sécurité internationale. Il est composé, comme vous le savez, de 15 membres, dont 5 permanents, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie, et des 10 membres non permanents qui sont élus juste pour un mandat de 2 ans non renouvelable dans l'immédiat. Euh, Depuis l'élargissement du Conseil de sécurité qui était d'abord composé de 11 membres, donc depuis l'élargissement qui est survenu le 17 décembre 1963, le Conseil de sécurité a vu se déployer un nombre assez impressionnant de diplomates africains pour représenter leurs États, y compris aussi les hauts dirigeants, parce qu'il arrive aussi des fois que des membres du gouvernement, des présidents de la République africaine, prennent la parole dans cet organe-là. Donc, l'insertion dans le multilatéralisme des Africains euh, prend d'abord source, n'est-ce pas, avec 4 États africains qui étaient signataires de la charte à San Francisco. Il s'agit bien évidemment de l'Égypte, du Libéria, de l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud. Donc, ce sont en quelque sorte des pionniers, les premiers Africains vraiment qui ont marqué, qui ont inscrit leur nom dans l'histoire des Nations Unies. Et ensuite, se sont succédés donc les autres États africains au gré de l'accession aux indépendances jusqu'à la Namibie en 90 et le Soudan du Sud très récemment en 2011. Donc, ma communication de ce jour qui porte sur les États africains au Conseil de sécurité, évolution, logique de coopération et dynamique d'influence vise 3 objectifs. En premier lieu, vraiment poser le cadre et analyser l'action internationale des États africains à partir de leur insertion justement au Conseil de sécurité. Ensuite, mettre en regard les démarches individuelles des États et collectives dans le cadre des différents groupes, coalitions dans le Conseil de sécurité de ces États. Et enfin, de discuter de la dynamique de leur influence à partir, n'est-ce pas, de la mobilisation des stratégies qu'ils auront déployées et qu'on verra notamment dans le cadre de leur coopération. Mais toutefois, il y a un problème, une question quand même qui survient, qui se pose, c'est de savoir comment les Africains imposent-ils des normes au Conseil de sécurité? Est-ce qu'ils ont cette capacité, n'est-ce pas, de modifier les processus décisionnels en fonction des intérêts, dans le sens qui arrange leurs intérêts? Donc, il convient de rappeler avant d'entrer donc dans le vif de ma présentation, de procéder à une clarification que j'ai jugée importante, une clarification liminaire, notamment concernant les concepts d'État africain au Conseil de sécurité, le concept de la représentation de l'État. Donc, malgré l'émergence des nouveaux acteurs, on se rend compte que l'État demeure malgré tout un acteur essentiel des relations internationales et l'attribut de souveraineté que les Africains possèdent leur octroi donc ce pouvoir de se donner à voir et à penser, se donner à voir parce que ils sont représentés par
des diplomates qui incarnent les institutions par des symboles, l'hymne, les armoiries, le drapeau et bien d'autres. Et l'État aussi incarné par, n'est-ce pas, le fait de se donner à penser à travers quoi? À travers la politique étrangère qui constitue la vision même de l'État par laquelle l'État se projette, se positionne dans le système international, mais aussi les doctrines diplomatiques qui viennent appuyer l'action de l'État dans ce cadre-là, à travers aussi les discours, les déclarations, les prises de position et bien évidemment les méthodes de travail de ces États africains-là. Et donc, ça nous amène, ça m'a amené à faire une corrélation entre le lien qui existe entre État africain et Conseil de sécurité. Ce lien donc vient mettre en fait en lumière la question de la capacité et de la légitimité. Donc, euh, trois approches se dessinent sur le débat concernant les Africains et le Conseil de sécurité. Donc, il y a une première approche qui est réductrice, qui suppose que les États africains sont des petits États au regard de leur posture, que ce soit par rapport à la marginalisation, à leur manière d'analyser ou de se positionner eux-mêmes à leur politique, à l'énonciation de leur politique étrangère. Et il y a des auteurs comme Bentonra dans les années 2000 ou encore récemment les travaux de Weivel et de Baldacchino sur les petits États qui justement ont théorisé cette conception des États africains à partir de leur taille et de leur stratégie. Donc, la deuxième approche voit en des petits États, des jeunes États, en les États africains autant pour moi, des jeunes États, donc des États qui ont des capacités décisionnelles qui sont encore limitées à cause aussi du fait qu'ils aient adhéré récemment au multilatéralisme et qu'ils aient des institutions qui sont encore en pleine maturation. On a des auteurs comme Serge Sur qui défendent cette posture, Don Bosco, Sinjun dans le début des années 2000. Enfin, il y a la troisième thèse qui défend le postulat de la percée stratégique des États africains au Conseil de sécurité, y compris étant pris en compte dans le cadre des États non permanents, des membres élus, les travaux de David Malone dans les années 2006, de David Cohen par rapport à l'influence d'Arthur Boutellise, de Novosolov sur la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. Et bien évidemment, dans ma thèse aussi, je défends ce postulat de cette capacité d'influence des Africains. Toutefois, au regard de ce débat qui semble intéressant, les dispositions de la charte règlent la question du statut et des compétences des États africains, à mon humble avis, grâce à ces principes que l'on sait tous de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Cette clarification étant faite, je vais donc aborder la question de l'évolution même des États africains dans le Conseil de sécurité. Il faut dire que d'un point de vue historique, en fait, l'évolution des États africains s'est confrontée à plusieurs défis. En premier lieu, il y a le défi de la représentation au Conseil de sécurité. Nous le savons tous que l'Afrique est le seul continent qui n'a pas de siège de membre permanent dans cet organe stratégique. Et c'est également le seul continent, alors qu'il possède 17% de la population mondiale, qui fait l'objet de 50% des réunions du Conseil de sécurité, que 70% des résolutions formulées par le Conseil concernent l'Afrique et qu'il a bénéficié de 26 opérations de maintien de la paix depuis la création de celle-ci en 1948. Ça renvoie aussi à un autre défi qui est celui de la participation aux activités du Conseil de sécurité, car la participation en tant pour moi africaine, elle est limitée sur un temps de 2 ans. 2 ans non renouvelables à l'immédiat, ce qui influence l'impact que les États qui passent au Conseil pourraient avoir sur l'organe. Et puis, on a aussi le défi de la contribution budgétaire. Les États africains contribuent à des taux extrêmement bas.
0,01% pour les États africains en général. Et en ce qui concerne les États africains considérés comme les pays les moins avancés, 0,001% du budget de l'organisation. Et puis enfin, l'autre défi que je relève, c'est celui de l'efficacité. L'efficacité qui nécessite de la part des Africains encore plus de solidarité, de cohésion et d'expertise. En ce qui concerne donc la projection en elle-même, elle se caractérise par des disparités par région et par État. À partir des statistiques et des données que j'ai pu exploiter des Nations Unies, il ressort que l'Afrique de l'Ouest est prééminente en termes de participation depuis l'accession des États africains au Conseil de sécurité. La région de l'Afrique de l'Ouest est la détentrice de la plus longue durée des mandats. Donc, en faisant le total de tous les États ouest-africains qui ont participé, il s'avère que l'Afrique de l'Ouest a passé 67 années, donc avec un fort taux de participation de l'ordre de 34% environ. Et elle est suivie par l'Afrique du Nord avec 37 années et un taux de participation de l'ordre de 31%. Les États de l'Afrique de l'Est, eux, ils suivent avec 33 années avec un taux de 15% environ. Et les États de l'Afrique centrale, 30 années avec un taux de 12% environ. Et enfin, l'Afrique australe avec 28 années avec un taux environ de 8%. Sur le plan spécifique de la projection même des États africains, se dégage aussi une typologie qui n'est pas très approfondie, mais qui relève de mon hypothèse hypothético-déductive, c'est qu'il y a des diplomaties de puissance qui se sont manifestées, comme celle de l'Égypte et du Nigeria, qui ont respectivement 5 mandats au Conseil de sécurité, des diplomaties que j'ai qualifiées actives, comme celle du Gabon, de la Tunisie, de l'Algérie et du Ghana. Ce qui est impressionnant, je suis très intéressée par ce groupe, c'est que c'est des États qui reviennent en moyenne toutes les 10 années au Conseil de sécurité, ce qui est une prouesse au regard du nombre des États membres des Nations Unies. Et puis, il y a des diplomaties que je qualifierais de diplomatie moyenne ou intermédiaire, des États qui reviennent en moyenne tous les 15 ans. On a la Côte d'Ivoire, on a le Sénégal, on a l'Afrique du Sud, le Maroc, le Kenya, entre autres. Et il y a des diplomaties que j'ai qualifiées de discrètes. On a le Cameroun, la Tanzanie, la Libye, le Mali. C'est des pays qui reviennent au Conseil de sécurité après 25 années en moyenne. Et puis, on a des diplomaties que moi, j'ai qualifiées de furtives parce que c'est des États qui sont passés une seule fois au Conseil de sécurité. En l'occurrence, on a le Tchad, on a le Soudan, on a la Guinée-Bissau. Et puis, enfin, il y a des diplomaties inactives ou endormies. Mais en fait, c'est en raison de l'instabilité interne dans certains États. On a, par exemple, ou bien le manque de volonté politique. Probablement, on a des pays comme la République centrafricaine qui n'ont jamais été au Conseil de sécurité. On a le Swaziland, on a le Comore, pour ne citer que cela. Donc, au regard de cette cartographie, il convient tout de même de relever que une compétition véritable existe de plus en plus entre les États africains pour accéder au Conseil de sécurité. Et on peut prendre pour exemple la confrontation diplomatique qui s'est déroulée entre le Kenya et Djibouti entre 2017 et 2020 pour le mandat 2021-2022 au niveau de l'Union africaine qui n'a pas pu les départager. Et on a aussi la récupération stratégique du siège de l'Afrique centrale par le Gabon pour le mandat 2023-2024 qui illustre bien cette réalité de l'intérêt que les Africains ont pour le Conseil de sécurité. Donc, en moyenne, les États africains se préparent 7 à 8 années avant de se faire élire. Ça montre aussi les enjeux qui existent en matière de positionnement. Et on a même constaté aussi qu'il y a des États
pour se faire élire, qui ont reformulé leur politique étrangère. C'est le cas du du Kenya en 2014 et de la République démocratique du Congo en 2019. Donc, une fois que les États sont élus par l'Assemblée générale au Conseil de sécurité, ils occupent temporairement le strapontin rouge en tant qu'observateur au Conseil de sécurité. Avant de siéger, ils bénéficient, n'est-ce pas, du renforcement de leurs capacités, notamment grâce au séminaire Être directement opérationnel qui a été introduit aux Nations Unies par la Finlande. Donc, je vous propose maintenant d'analyser les logiques de coopération des États africains au Conseil de sécurité. Donc, si on prend sur le cas individuel, les États africains se servent du multilatéralisme comme un moyen, n'est-ce pas, de parvenir à leur fin, d'atteindre leurs objectifs et de préserver leurs intérêts. En général, l'intérêt est centré sur le développement et la stabilité interne. Donc, les postures des Africains sont confrontées toutefois à des superpositions de projets. Donc, elles sont confrontées aux projets à la fois régionaux, globaux, et donc les Africains sont toujours amenés à veiller à la cohérence et à l'alignement de leur politique ou de leur stratégie aux politiques sous-régionales ou aux politiques régionales dans le cadre de l'Union africaine. Et un élément qui est très intéressant en étudiant les États africains au Conseil de sécurité, c'est le fait qu'ils parviennent à capitaliser, à rentabiliser le mois de la présidence mensuelle tournante comme un outil aussi d'influence. C'est l'occasion pour eux, en fait, de faire des propositions. Il y en a qui proposent des missions de terrain, comme l'a fait la Côte d'Ivoire durant sa présidence mensuelle lors de son mandat 2018-2019. Elle a proposé une mission de terrain en Afrique de l'Ouest et en Guinée-Bissau du 13 au 17 février 2019. Il y a également cette magnifique proposition qui est restée, qui a fait date. C'est en fait la proposition, la résolution sur les femmes, la paix et la sécurité 1325-2000 qui avait été proposée lors de la présidence de la Namibie, votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Et il y a également une négociation dont le Cameroun est fier, la négociation de la résolution 1441-2002 sur le désarmement de l'Irak qui s'est en fait déroulée pendant la présidence mensuelle tournante du Cameroun en octobre 2002, bien qu'elle ait été validée par le Conseil le 8 novembre. Donc, ce sont quelques exemples là pour montrer comment les États africains instrumentalisent leur présidence mensuelle. Sur le plan collectif, les logiques de coopération des Africains ne peuvent pas être analysées en dehors de la dynamique des 10 membres élus qui se font beaucoup plus maintenant, dont on parle beaucoup plus des elected 10, les 10 élus du Conseil de sécurité. Euh, En fait, d'un point de vue historique, cette dynamique, en fait, il y a eu des tentatives des États membres permanents de constituer vraiment un bloc solide pendant la guerre froide et au début des années 90. Mais les membres élus, ils ont atteint leur maturité au tournant des années 2010. Et cette dynamique-là influence aussi les logiques de coopération des États africains puisqu'ils sont membres non permanents, donc membres élus du Conseil de sécurité. Et c'est l'émergence donc du nouvel élan stratégique de ce groupe-là a fortement influencé la manière dont les Africains se positionnent et elle a contribué à leur faire acquérir des expertises, notamment à partir de 2012-2013. Ce mandat est significatif parce que émerge dans ce groupe la volonté, n'est-ce pas, de monter en puissance. Il y a des initiatives comme celle de l'Afrique du Sud qui a membre élu dans le cadre de la préparation de son mandat
dans la capitale, à Pretoria. En 2014, on a aussi une coalition méthodologique qui émerge dans ce groupe-là entre le Luxembourg, l'Australie et la Jordanie, qui ont rédigé, ils ont rédigé une résolution sur le passage humanitaire en Syrie. En 2017, il y a l'initiative de la Suède qui propose, dans le même modèle du Conseil de sécurité, que les membres élus tiennent des réunions mensuelles tournantes entre eux pour rendre leur groupe plus dynamique, échanger les idées, renforcer les projets. Et puis en 2018, les membres élus, ils ont adopté un programme qu'ils ont appelé E10 Coordination and Joint Action Plan, donc qui visait à instaurer un dialogue renforcé entre eux. Et en plus de cela, il y a une autre dynamique qui progressivement va voir le jour, c'est le dialogue E10 I5, donc Elected 10 et I5 pour Incoming 5. Donc Incoming 5, c'est les 5 qui vont rentrer au Conseil de sécurité et qui sont en fait chaperonnés par les 10 qui sont en place. Il y a le concept de passage de flambeau qui a donc émergé comme un passage de témoin entre ceux qui sortent en tant que membres élus et ceux qui rentrent. Donc, tout cela a contribué à structurer donc et à renforcer les capacités des États africains au Conseil de sécurité et ça, ce qui m'amène à évoquer la question du partage du leadership entre les membres. Donc, on voit bien qu'il y a un leadership de transaction, si on s'inspire de la sociologie politique, un leadership de transaction lorsque tous les membres négocient, forment des coalitions, et puis il y a un leadership de recomposition, surtout au moment où il se passe les témoins, où ils changent le rôle de présidence, où ils rotent autour pour le poste de président. Donc, on observe donc avec les États africains dans le Conseil de sécurité que ils s'insèrent bien dans la dynamique de celui qui dirige et de ceux qui suivent, et vice-versa. Donc, en opérant le cadrage de ces activités des 10 élus, les Africains ont donc bénéficié significativement de l'amélioration même de leurs compétences, des méthodes de travail, car l'on sait bien que le Conseil de sécurité, c'est un organe qui est extrêmement technique et qui demande des capacités très, très, très développées. Aussi, j'ai des exemples pour montrer que durant leur mandat, les États africains ont fait preuve de créativité, d'originalité, d'ingéniosité même à travers aussi les négociations de certaines résolutions. Quelques exemples, on a la résolution 2320 du 18 novembre 2016 qui est proposée par le Sénégal et adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité qui portait sur le partage des coûts des opérations de soutien de la paix en Afrique et surtout le renforcement de la coopération entre les Nations unies et l'Union africaine dans le cadre de ces OSP. On a également la résolution 2607-2021, 01 autant pour moi 2021, du 29 octobre sur la protection de l'éducation dans les moments de conflit, dans les zones de conflit, qui a été initiée par le Niger et la Norvège, adoptée à l'unanimité et le Conseil de sécurité a précisé avec un réel enthousiasme. C'est dire que c'était une proposition marquante dans l'histoire du Conseil de sécurité. Une autre proposition, c'est l'adoption de la résolution qui a été initiée et rédigée par les 3 Africains, donc le Gabon, le Ghana et le Mozambique, relative au financement des opérations de soutien de la paix le 21 décembre 2023. Donc, toutefois, ces exemples sont très, très appréciables, mais il convient de relever que dans l'histoire du Conseil de sécurité, il y a des propositions africaines qui ont fait l'objet de blocage, de veto. Et je ne pouvais pas faire cette présentation
sans prendre ce cas d'école qui m'a marqué durant mes travaux de recherche et que j'ai trouvé intéressant dans le débat sur l'application des dispositions de la charte, notamment l'article 6, c'est le triple veto qui avait été opposé par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis au projet de résolution S 11543 du 30 octobre 1974 présenté par le Cameroun à propos sur le thème des relations entre l'Afrique du Sud et les Nations Unies. Donc, en réponse à la prééminence de ces membres permanents qui ont la capacité de contrer les entreprises des autres membres lorsque leurs intérêts aussi sont en jeu, les États africains réclament la réforme du Conseil de sécurité afin que l'injustice de la représentation soit réparée. Ce qui nous amène à nous interroger sur l'influence, donc les dynamiques d'influence de l'Afrique. L'Afrique est-elle à même de renforcer son influence qui existe déjà dans le contexte des 80 ans des Nations Unies? Est-ce que les Africains ont les moyens d'amener les 5 permanents à adhérer au consensus des îles Unies qui précise que l'Afrique a droit à 2 sièges avec veto et 5 sièges sans veto. Donc, c'est à partir de cette problématique de la réforme du Conseil de sécurité que je vais discuter donc de la dynamique d'influence des Africains au Conseil de sécurité. Pour le faire, je me suis inspirée, je me suis appuyée, n'est-ce pas, de 2 références. Déjà, à partir de l'école de la puissance idéationnelle, je vais démontrer que les Africains, ils ont ce pouvoir en illustrant avec certains faits. Mais avant d'y arriver, je soutiens la vision de Frédéric Charion sur les enjeux de l'influence au Conseil de sécurité. Il considère que l'influence a toujours existé. C'est un enjeu qui a toujours existé, qui s'est manifesté progressivement dès l'adhésion des États décolonisés, qui, à peine arrivés, revendiquaient déjà une meilleure représentation. Mais qu'il y a l'influence par la puissance, il y a l'influence par la performance, par la stratégie, et notamment qui repose sur les équations et les calculs des États africains. Donc, dès lors, les États africains se servent du pouvoir par les idées, du pouvoir sur les idées et du pouvoir dans les idées. Comment cela se manifeste? En fait, le pouvoir par les idées est considéré comme la capacité à convaincre les autres membres d'adopter le point de vue africain, un projet africain. Ça peut être une opération maintien de la paix, ça peut être une résolution. Et un cas d'influence réussi par les idées, c'est la proposition du Kenya de diriger une mission multinationale de soutien à la sécurité, MMAS, à Haïti, avec le soutien de l'Équateur et des États-Unis. Même si cette résolution qui a été votée démontre aujourd'hui qu'elle n'est pas facile à mettre en œuvre sur le terrain, le Kenya étant, entre guillemets, dans un bourbier concernant cette question. On pourra en parler. Quant au pouvoir sur les idées, il renvoie à la capacité des États africains à discréditer les idées des autres, à imposer leur propre lecture ou à refuser de prendre en considération d'autres idées que les leurs. Et on peut bien voir ça à travers le consensus des Ulwini qui diffuse en fait une idée de la répartition inéquitable des sièges et qui, dans sa formulation, en fait, veut discréditer la posture des 5 permanents qui sont les détenteurs du droit de veto alors que les contextes ont évolué. Enfin, le pouvoir dans les idées, c'est la capacité des États africains à rendre une idée légitime, à la diffuser largement, tandis que d'autres vont rester marginales. C'est le cas de la résolution proposée par le Gabon et l'Algérie
le 25 mars 2024, exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat pendant le mois de Ramadan dans la bande de Gaza. Et elle avait pour objectif, n'est-ce pas, de rendre légitime le droit pour les civils d'accéder aux soins médicaux et au soutien humanitaire. Cette influence donc par les idées ne peut pas être évoquée sans penser à l'influence par les projets. Donc, du coup, les États africains appuient donc certaines de leurs démarches à travers donc des projets. Ça peut être la création d'une structure opérationnelle, comme l'a fait le Gabon pendant son mandat 2010-2011 en proposant, en présentant le projet de l'Afrique centrale, de la CEAC, relatif à l'ouverture d'un bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui s'est matérialisé effectivement par une ouverture d'un bureau des Nations Unies au niveau de Libreville. Il y a également aussi la mise en place des cadres d'interopérationnalité pour renforcer les capacités des acteurs sur le terrain. Donc, il y a des instaurations, des dialogues structurés entre les Nations Unies et l'Union africaine, notamment le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et il y a également le renforcement des capacités à travers les formations même des acteurs concernés par la mise en œuvre de la paix et de la sécurité internationale. Ceci nous amène à constater que l'influence idéale et opérationnelle des Africains dans le Conseil de sécurité touche à autant des aspects politiques, autant des aspects juridiques que des aspects institutionnels, décisionnels, entre autres. Je vais donc, sur ce point aussi, vous faire part de l'identification des leviers les leviers de l'influence des États africains. Les États africains ont des leviers qui contribuent à renforcer leur influence et qui sont, entre autres, cette transformation institutionnelle des 10 membres élus qui a considérablement rendu dynamique le groupe des 3 Africains. Il y a le renforcement de la cohésion des 3 Africains au Conseil de sécurité. Si on compare le comportement des 3 Africains dans le Conseil de sécurité pendant la crise irakienne, notamment le Cameroun, l'Angola et la Guinée, et le comportement des 3 Africains, Mozambique, Ghana et Gabon, qui ont fait passer une résolution, il y a vraiment eu une progression en termes de recherche de cohérence, en termes de renforcement de cohésion et de solidarité. Il y a également des mandats qui doivent inspirer les autres États africains. On a le mandat du Gabon. Moi, je suis très impressionnée par les stratégies de positionnement du Gabon. Il y a le Ghana qui a aussi une approche très structurée, qui est reconnue même au niveau des Nations Unies, même dans les couloirs des Nations Unies, euh, pour sa capacité à former ses diplomates, à préparer, à outiller ses diplomates pour faire ce qu'on qualifie de très bons mandats au Conseil de sécurité. Autre levier, on a l'agenda 2063 de l'Union africaine qui est qui est un instrument qui donne la direction, qui est une vision globale de l'Afrique qui se veut unie, qui se veut développer, qui se veut puissante au tournant 2063. Donc, c'est un levier de puissance, d'influence pour les Africains parce que c'est justement une courroie. Et il y a également l'architecture même africaine au sein de l'Union africaine, mais aussi des CER qui doit normalement aussi appuyer, renforcer les postures, les positionnements des Africains. Et on a le consensus des îles Unies, bien sûr, qui constitue aussi un levier de l'influence des Africains dans le Conseil de sécurité. En conclusion, ce qu'on peut retenir de la présence
des États africains. Trois points essentiels. D'abord, les États africains, ils ont effectué une progression remarquable que l'on doit euh, détacher des clichés journalistiques, des critiques parfois qui ne sont pas scientifiquement vérifiables. Dans cet organe stratégique qui requiert beaucoup de technicité et qui œuvre malgré tout à maintenir la paix et la sécurité internationale, les Africains apportent leur contribution. Cette contribution a été façonnée par les contextes historiques, par les enjeux de développement et au fur et à mesure, les Africains ont acquis des expertises en matière sécuritaire, il faut le reconnaître. Ensuite, les États africains, ils exercent une influence certes réelle, mais qui est variable. Variable justement parce qu'elle dépend des contextes, des enjeux, des rapports de force qui se déroulent dans le Conseil. Et enfin, à l'instar des autres membres non permanents, les Africains aussi doivent beaucoup travailler à, à l'aspect héritage, comme on dit en anglais, legacy. Qu'est-ce qu'il laisse? Quel héritage il laisse au Conseil de sécurité? Cette année, on a vu une belle sortie de l'Algérie qui a proposé une résolution qui a été adoptée à l'unanimité dans le cadre du comité contre le terrorisme. Donc, c'est une résolution euh, qu'ils ont intitulée les directives de l'Algérie pour la lutte contre le financement du terrorisme. Ça, c'est une legacy parce que le nom de l'Algérie reste dans... Et puis l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme c'est aussi fait ressentir lors des négociations de cette résolution. Donc, en guise d'ouverture possible, les États africains doivent poursuivre la mise en œuvre de leur programme en faveur de la paix et de la sécurité. Ça, c'est normal à cause de l'interdépendance. On vit dans un monde où on ne peut plus se détacher, se désolidariser des Nations Unies. Cela n'est pas possible. Mais ça passe par une mise en place au plan interne, d'abord par les Africains, des stratégies de renforcement de leur action internationale. L'action internationale des États est essentielle, ainsi que la mise en œuvre des politiques étrangères, à mon humble avis, au regard des constats que j'ai faits. Ainsi, donc, ils doivent être beaucoup plus orientés, les États africains, sur la volonté de performer, la volonté d'influencer. On n'est pas encore au stade de la rédaction des politiques d'influence parce que c'est possible, mais les Africains doivent retenir que l'action internationale va leur permettre, si elle est bien prise en compte, de sauvegarder la mémoire des institutions. Parce que c'est un grand vide qui est constaté concernant les pays africains. Il y a un problème de sauvegarde de mémoire institutionnelle. Je l'ai remarqué en rédigeant ma thèse sur le Cameroun au Conseil de sécurité. Et donc, l'Afrique gagnerait donc incidemment au regard de ce vide à financer la recherche en matière de politique étrangère et de diplomatie. Pour moi, c'est très important. Et ça sera en fait, les études qui seront menées seront des supports et des contributions utiles pour les décideurs, mais aussi pour les jeunes, pour les générations futures, dans le sens de réussir, de mettre en œuvre, n'est-ce pas, des politiques qui seront effectives et qui vont rendre le continent plus performant et mieux compris et entendu sur la scène internationale. Merci. Merci beaucoup, docteur Ayatou, de cette présentation extrêmement vaste et complète sur les États africains au Conseil de sécurité, du coup, vous êtes allé bien au-delà du Cameroun et ça a rendu votre présentation d'autant plus intéressante. J'ai vu qu'il y avait quelques diplomates et ambassadeurs dans le public. J'espère qu'ils auront été audibles à votre dernière recommandation, notamment de doter la recherche en moyens pour étudier les États africains dans les institutions multilatérales.
Merci beaucoup pour cette présentation. Vous êtes parti en fait du paradoxe selon lequel les États africains sont a priori peu impliqués dans le Conseil de sécurité, au regard notamment des cinq permanents, alors que les situations sécuritaires sur le continent constituent une part très importante de l'activité du Conseil de sécurité, en matière de résolution, de discussion d'opérations de maintien de la paix qui y sont déployées. Et vous avez ensuite présenté, je trouve, une sorte de cartographie en fait de de l'implication des acteurs africains dans le Conseil de sécurité, des différentes approches qu'on pouvait avoir, une partie extrêmement claire aussi, et vous avez présenté également les différents moyens à disposition des États africains aujourd'hui pour peser sur les décisions prises au Conseil de sécurité.